Et c'est le moment, comme chaque mercredi à cette heure-ci, de l'œil de l'expert. Chaque mercredi, un expert reconnu dans son domaine vient répondre en direct à des questions en studio. Et ce soir, c'est une experte, Thérèse Lebrun, bonsoir. Bonsoir Michel Picard. Économiste de la santé, président recteur délégué santé sociale à l'Université catholique de Lille. Avec vous, on va s'arrêter sur l'un des enjeux majeurs de notre présent et surtout aussi de notre avenir, le vieillissement de la population qui nous bouscule, qui appelle de nombreux changements. Alors, c'est votre domaine en tant qu'économiste de la santé, bien sûr, mais vous avez assisté récemment à une journée qui vous a aussi mis la puce à l'oreille. J'ai assisté à la journée de la recherche organisée annuellement pour l'ensemble des établissements de notre université, qui accueille également des extérieurs. Et cette année, nous avions choisi comme thématique le vieillissement. Et j'ai eu la chance d'entendre un très bon exposé de Florence Juzeau, qui est économiste de la santé comme moi. On se connaît depuis plus de 20 ans, qui préside le Collège des économistes de la santé, qui avait été créé au sein de notre université. Et j'ai trouvé que ça valait la peine, et je l'ai proposé à Florence Juzeau, en la citant bien entendu. Elle est à Paris-Dauphine, professeure, de reprendre des éléments pour les partager avec vos auditeurs. Voilà pour la clarification, une très belle journée de la recherche sur les questions liées au vieillissement. Alors justement, ce vieillissement, d'abord, que nous disent les chiffres en termes, par exemple, d'espérance de vie et la France, où est-ce qu'on est ? Alors aujourd'hui, d'abord peut-être faisons remarquer qu'on ne sait pas bien de quoi on parle quand on parle du vieillissement et des âgés, puisque en 2023 on nous dit la France a 26% de personnes qui ont plus de 60 ans. Mon Dieu, 60 ans, on a encore une quarantaine d'années possiblement à vivre lorsqu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec des espérances de vie qui sont de 80 ans chez les hommes et de 86 ans chez les femmes, qui ont donc bien augmenté, avec 3 mois gagnés par an, ce qui est énorme, hein, évidemment. Ça veut dire que au bout de 4 ans, on a gagné 1 an. Et un faible effet Covid, eh bien, est-ce que 60 ans est encore la bonne barrière ? Et même 65. Mais ça, c'est 1 habitant sur 4 en France, c'est 1 habitant sur 5 dans notre métropole. Ça veut dire que nous sommes en moyenne plus jeunes. Et c'est vrai, on sait qu'on a eu des taux de natalité plus élevés. Mais d'ici 2030... le nombre de Français qui aura entre 75 et 84 ans, donc là, les bornes bougent, devrait avoir augmenté de quelques 50%. Donc on va quand même avoir un effet de massification. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous avez cité l'espérance de vie, c'est qu'il faut la regarder avec et sans incapacité. Il vaut mieux qu'elle soit sans incapacité, bien sûr. Et on s'aperçoit que les deux augmentent. On allonge la vie sans incapacité, mais aussi pour une partie de la population, on l'allonge avec incapacité. Mais alors, quelles conséquences accompagnent ces réalités ? Alors, il y en a de plusieurs ordres. Les conséquences, quand vous êtes sans incapacité, plus ou moins marquées, ça va. Quand vous êtes avec incapacité, vous avez besoin d'aide. Et l'aide, eh bien, c'est toute la problématique des aidants, qui est vraiment très lourde de conséquences, sachant que les aidants ne sont pas seulement des personnes âgées de quelqu'un qui serait âgé. Ça peut être des enfants qui s'occupent de leurs parents, mais aussi, nous avons des jeunes étudiants qui s'occupent de leurs frères ou de leurs sœurs handicapés, ou de leurs grands-parents qui ne vont pas bien si jamais il n'y a plus de parents, etc. Donc on se fait parfois une idée des aidants qui est âgé, ça ne sont pas tous. Ça, c'est au niveau d'un premier impact. Le deuxième impact, c'est que l'on a du coup des maladies chroniques qui apparaissent. J'ai été étonnée d'un chiffre que je partage avec vous, avec les auditeurs. 75% des personnes plus âgées ont des maladies chroniques. On est à peu près au clair sur cette question-là. Mais c'est 40% dans la population, tout venant, avec du handicap, avec différents types de maladies. Et là, qu'est-ce que ça pose comme question ? C'est le financement de tout cela. Et notamment le financement plutôt sur la fin de la vie que le début de la vie. Ce à quoi je réponds comme économiste de la santé, heureusement que c'est la fin de la vie qui coûte le plus cher. On nous dit souvent 5% de la population assume 50% des dépenses de santé ou concourt à 50%. Mais oui, c'est normal, c'est plutôt les personnes en fin de vie, très malades, qui vont disparaître ou qui vont d'ailleurs disparaître jeunes d'un cancer. Mais je suis frappée par ce chiffre. Quel lien entre le recul finalement de l'âge ou de départ à la retraite ou enfin de fin d'activité professionnelle et puis justement cet état de santé dont vous venez de parler qui se dégrade, qui du coup entraîne davantage de dépenses mais qui est aussi une réalité de demain. Alors d'abord là aussi des éléments qui peuvent être un peu contre-intuitifs. La retraite anticipée
entraîne un état de santé en moyenne moins bon. Mais ça peut vouloir dire que si on entre en retraite anticipée, c'est que peut-être on est déjà malade, c'est que peut-être ça n'allait déjà pas bien dans le travail, c'est que peut-être on était dans des conditions sociales moins favorables. On sait. Vous comprenez, oui. Ça veut dire que les départs anticipés, donc avant l'âge oui. plus ou moins légal, eh bien, sont corrélés avec un état de santé moins bon. Mais je pense que ça veut dire aussi que c'est un public qui peut être différent. On remarque aussi que si on allonge l'entrée en retraite, ça dégrade aussi, toute proportion gardée, un état de santé. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? J'ai moi-même plus de 68 ans, c'est pas un scoop. Je pense que j'ai une activité professionnelle passionnante et que, évidemment, on est moins bien à 68 ans qu'à 48 ou à 28, mais néanmoins, c'est tout à fait différent de quelqu'un qui a eu des métiers lourds, qui a dû travailler dans des conditions difficiles, qui a eu un stress majeur au travail, qui a peu gagné sa vie, qui en même temps peut-être avait une vie solitaire, etc. Donc il faut regarder tous les autres éléments, notamment la solitude, des conditions environnementales, des conditions d'habitat qui sont différentes. Et donc il faut toujours regarder si c'est toute chose égale par ailleurs. Ça paraît multidimensionnel, vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes qui, par exemple, partent en retraite plus tôt, ça paraît contradictoire, mais en fait, il y a peut-être aussi des raisons pour lesquelles leur état de santé n'est pas le meilleur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vue d'ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour se saisir de ces enjeux majeurs pour demain? J'ai envie de vous dire que il y va de la vieillesse comme du reste de beaucoup de questions. Je vais préciser mon propos. D'abord, il faut bien savoir qu'on commence à vieillir dès le jour où on est. Et que donc, on peut dire que le vieillissement est un processus lent qui commence à la naissance. Ça, c'est pour nous mettre du baume au cœur. Cette question-là, elle n'est pas triste en soi. Et si on vieillit, c'est parce qu'on a eu la chance de pouvoir vieillir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça me donne la même impression que quand on dit les jeunes. Les jeunes en soi, ça veut rien dire. Il y a des jeunes plus favorisés, moins favorisés. Il y a des jeunes qui ont eu la chance de faire des études, d'autres pas. Il y a des jeunes qui habitent dans des métropoles, d'autres pas, à la campagne, à la ville, dans des pays différents aussi, culturellement, etc. C'est pareil, il n'y a pas la vieillesse, mais les vieillesses, les populations âgées. Au fait, c'est quoi être âgé ? Chez certains, ça va être à 60 ans, compte tenu de différents types de processus, de vieillissement, de pathologie. Et puis chez d'autres, certains à 90 ans vous disent tu vas quand même pas me prendre pour une personne âgée. Voilà. Et donc, je pense que si on ne regarde pas, alors au cas par cas, ça pourrait vous faire rire, étant donné l'augmentation de ces problématiques, mais ça veut dire qu'il faut trouver des solutions à domicile, il faut trouver des solutions en résidence partagée, en colocation, en résidence autonomie, en résidence senior ou service, vous entendez parler de tout cela, et que l'EHPAD, dont on dit qu'on en aura moins besoin, c'est faux, il va nous en manquer 100 000 places, on en a déjà 700 000 en France, eh bien, est un des éléments qu'il faut améliorer et qui s'améliore. Thérèse Lebrun, est-ce qu'on a pris la mesure, finalement, de tout ce dont vous venez de nous parler ? De mon point de vue, absolument pas. Moi, j'ai commencé à travailler sur le vieillissement au début des années 80. Tout le monde s'en moquait éperdument. C'était vraiment un sujet tabou. Il y avait des économistes qui pouvaient s'intéresser à ça parce qu'ils ne s'intéressaient pas à la finance internationale ou au marketing. Je peux vous dire qu'on avait du mal, que ce soit les autorités de tutelle, les chercheurs, etc. Puis, on a commencé à voir ce que j'appelle ce paquebot démographique arriver. Et un paquebot, ça se lance lentement, mais ça s'arrête très lentement. Et on sait déjà ce qui va nous arriver. Même le Covid a eu très peu d'effet. Quand on regarde les courbes d'espérance de vie, il y a une petite pointe, mais presque rien, par rapport évidemment à des effets comme la grippe espagnole ou la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou même la Première. Et donc, c'est des effets qu'on a commencé à appréhender, pour moi, il y a pas beaucoup plus qu'une vingtaine d'années. Sauf bien sûr ceux qui s'y intéressent, sauf bien sûr qui déjà géraient des EHPAD, etc. Mais la population ne s'en est pas tout de suite préoccupée elle-même. Et maintenant, pourquoi elle le voit ? Parce qu'elle a des parents âgés ou très âgés, voire des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Et quand vous avez une arrière-grand-mère de 105 ans, vous pouvez vous-même en avoir 85 et votre fils 65 ou votre fille. Voilà, et donc on commence à voir des groupes, des familles avec 5 générations. Une dernière question sur cette thématique. Est-ce qu'il est possible de bien vieillir
en bonne santé aujourd'hui? Est-ce que les moyens sont offerts pour que le grand âge ne signifie pas forcément uniquement une perte de sa santé? Alors, on voit une population qui, j'appelle ça pousser le tas de sable, vieillit vraiment, vieillit de plus en plus vite, et dont une partie vieillit de mieux en mieux. Et vous avez vraiment des gens qui, à 90 ans, toute leur tête, ont encore des activités, ne sont pas seuls, sont pleins d'humour et pleins de vie. Après, ça peut rompre brutalement parce qu'il y a beaucoup de fragilité qu'on accumule au cours du temps. Nos os sont moins solides, nos muscles sont moins solides, on s'est fait quelques pathologies, le rhume, on le supporte moins bien, etc. Et donc, ce que on voit, c'est qu'aux environs aujourd'hui de 90, voire 95 ans, pour des gens qui ont été en très bonne santé et en bonne forme, tout à coup une rupture se produit. Et c'est là, un petit peu, j'allais dire, que les catastrophes arrivent. Des hospitalisations qui entraînent des réhospitalisations, le fait de devoir prendre des médicaments, parfois trop nombreux, etc. Et donc, on a des effets, et l'idée serait de dire comment peut-on limiter les fragilités et rendre plus robustes par la prévention, par ce qu'on aura fait au cours de notre propre vie pour être attentif, par du sport, par de l'activité. Et donc, ça suppose qu'on étudie beaucoup en gériatrie tous les phénomènes du vieillissement de la population. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Merci beaucoup Thérèse Lebrun d'avoir été notre experte ce soir. Vous êtes économiste de la santé, président recteur délégué santé sociale à l'Université catholique de Lille. Il nous reste une petite minute. Je me permets une question qui n'était pas prévue, mais vous avez été à l'honneur ces dernières heures. Vous avez reçu les insignes de commandeur dans l'Ordre national du mérite lors d'une grande cérémonie à l'Université catholique de Lille. Ça représente quoi pour la femme que vous êtes ? Ça représente, et je l'ai dit hier soir, de tout mon cœur, et je pense que ça a touché les gens et qu'ils le croient, c'est que c'est un travail pour lequel, d'une part, j'ai eu de la chance, familialement, professionnellement, et où j'ai toujours rencontré dans ma vie des belles personnes qui ont orienté la capacité à évoluer, à faire des choses. Évidemment, on a chacun des talents, à nous de les mettre à disposition pour un bien commun. Mais j'ai eu la chance d'entrer dans mon université, de pouvoir faire différents métiers, de pouvoir courir le monde comme chercheur ou comme président-recteur. Et donc, je veux partager avec les équipes, avec les salariés, avec les gens qui nous font confiance, avec les étudiants et leurs familles, cette médaille, et je la partage vraiment. Et hier soir, c'est vraiment ce qui a été ressenti au cours de cette cérémonie qui, en même temps, marquait la fin de l'année universitaire 2023-2024. Merci Thérèse Lebrun. Merci Michel Picard.